Toi, qu'est-ce que tu fais là, le vieux? C'est la première phrase que j'ai entendue ce matin-là, en arrivant devant le tribunal. Pas un bonjour, pas un puis-je vous aider, juste ça. Sec. Méprisant. Et le pire, c'est que c'était adressé à un ancien combattant. Un homme âgé, maigre, le dos un peu voûté mais digne. Il portait un manteau gris usé mais propre, et une vieille chemise boutonnée jusqu'en haut. Sous son bras, une pochette en plastique avec des papiers dedans. Il se tenait là, droit, face à l'entrée du palais de justice. Immobile. Les mains légèrement tremblantes, sans doute à cause du froid. Il avait l'air, seul. Mais pas perdu. Juste quelqu'un qui attendait. Calme. Patient. Comme s'il croyait encore que le respect existait. Le vigile, un jeune gars musclé avec des lunettes noires et un gilet pare-balles, le regardait de loin depuis un moment. Méfiant. Comme s'il surveillait une menace. Et puis, sans prévenir, il s'est approché, déjà sur la défensive. « Monsieur, vous allez où ? » ?»« Bonjour. Je suis ici pour témoigner dans une affaire. J'ai été convoqué. » »« Voici la citation à comparaître, » répondit le vieil homme, en sortant un papier plié en 4, soigneusement conservé. Le vigile l'a à peine regardé. « Témoin. Vous ? » ?»« Oui, monsieur. Je m'appelle Raphaël Gutiérrez. Je viens témoigner dans le dossier Matteo Lopez. Ce jeune homme est accusé à tort. J'ai tout vu. » Le vigile le scanna du regard, des chaussures aux cheveux. « Y a pas d'avocat avec vous ? Pas de robe, pas de cravate ? Je suis juste témoin. Je n'ai pas besoin d'avocat. J'ai été appelé. J'ai ma carte d'identité. Et ma carte d'ancien combattant aussi. » Il l'attendit, la main droite tendue, calme. Le vigile jeta un coup d'œil rapide, sans intérêt. « Écoutez, monsieur, ici c'est un tribunal. Pas une maison de retraite. On ne peut pas laisser entrer n'importe qui. Je comprends vos règles. Mais j'ai quelque chose à dire. Ce garçon risque la prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et si je ne témoigne pas, personne ne le défendra. » Le vigile haussa les épaules. « Ça, c'est pas mon problème. Moi je fais mon boulot. Vous avez pas l'air d'un témoin. Vous ressemblez à... » Il ne finit pas sa phrase. Mais on avait compris. Un clochard. C'est ça qu'il voulait dire. Le vieux n'a pas réagi. Il est resté droit. Mais j'ai vu, dans ses yeux, une lueur. Pas de colère. Pas de peur. Juste, une sorte de fatigue ancienne. « Vous savez, jeune homme, ce qui me blesse le plus dans ce que vous venez de dire, dit-il lentement. Ce n'est pas que vous me refusiez l'entrée. C'est que j'ai servi ce pays pendant 20 ans. J'ai risqué ma vie pour défendre ses lois. Et aujourd'hui, vous me dites que je n'ai pas la bonne tête pour entrer dans un tribunal. » Silence. Puis, il ajouta. « J'ai des preuves. J'ai la vérité. Et j'ai le devoir de parler. Ce que vous avez, vous, c'est un préjugé. » À ce moment-là, une femme en tailleur est arrivée, une avocate visiblement, le regard vif. « Tout va bien ici ? » demanda-t-elle. Ce monsieur dit qu'il est témoin, mais il n'est pas sur la liste. Et puis bon, il est venu seul. Il a une convocation ? Oui, dit Raphaël en lui tendant le papier. Elle le lut attentivement. Son expression changea. C'est une convocation tout à fait légale. Il a parfaitement le droit d'être ici. Pourquoi vous le bloquez ? Bah, il n'est pas en costume. On sait jamais. Pardon ? Vous refusez l'accès à quelqu'un parce qu'il n'a pas de costume. Elle se tourna vers Raphaël. Monsieur Gutiérrez, venez avec moi. Si quelqu'un a un problème avec ça, on verra. Vous avez été appelé. Vous allez entrer. Il hocha la tête. Lentement. Sans un mot de plus. En passant devant moi, je l'ai entendu murmurer. J'ai vu mourir des amis pour que ce pays soit juste. Et aujourd'hui, on me refuse l'entrée d'un tribunal. Quelle ironie. Je suis resté figé. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas l'affaire. Mais cette scène, elle m'a remué de l'intérieur. On parle souvent de respecter nos anciens, de remercier nos vétérans. On le dit dans les discours. Sur les réseaux.
dans les manuels scolaires. Mais quand l'un d'eux arrive seul, sans apparat, sans statut visible, on l'ignore. On le juge. On l'écarte. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Il ne demandait pas qu'on le célèbre. Il demandait juste qu'on le laisse faire ce qui était juste. Et il ne voulait pas de micro. Il voulait qu'on l'écoute. La salle d'audience était pleine, mais personne ne parlait. On n'entendait que le grincement des bancs, les pas hésitants sur le carrelage, et quelques toux nerveuses. Raphaël marchait lentement aux côtés de l'avocate. Tous les regards se posaient sur lui. Certains le détaillaient de haut en bas, surpris qu'un vieux monsieur soit autorisé à entrer. D'autres fronçaient les sourcils, comme pour dire « Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là » Mais Raphaël ne baissait pas les yeux. Il avançait avec calme. Droit. Il serrait toujours sa pochette contre lui, comme si elle contenait quelque chose de précieux. « Attendez ici, monsieur Gutiérrez, dit l'avocate. Je vais parler au juge et expliquer ce qui s'est passé à l'entrée. Vous allez pouvoir témoigner, ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, mademoiselle. J'ai connu pire que des portes fermées. » Il s'assit, seul, sur le banc du fond. Un jeune homme à côté de lui, en sweatshirt, le regarda du coin de l'œil. « Vous êtes là pour Matteo Lopez » demanda-t-il à voix basse. « Oui. Je ne le connais pas. Je l'ai vu ce jour-là. Et je sais qu'il n'a rien fait. On dit que c'est déjà plié. Que le juge a son avis. » Raphaël tourna lentement la tête vers lui. « Alors c'est le bon moment pour parler. » La porte s'ouvrit. L'avocate fit un signe. Raphaël se leva. La salle se tut. Il entra. Pas comme un héros. Pas comme un vieillard perdu. Comme un homme qui sait pourquoi il est là. Le juge, un homme austère au regard perçant, leva les yeux. Témoin Gutiérrez. Présent, monsieur le juge. Vous avez vos papiers ? Raphaël tendit sa carte et la citation. Le juge les examina. Il jeta un regard rapide vers l'avocate, qui acquiesça. Très bien. Veuillez vous asseoir dans la barre des témoins. Raphaël s'installa. Il ouvrit sa pochette. En sortit un carnet, 2 feuilles pliées, et une vieille photo. Il posa le tout avec précaution devant lui. La procureure s'approcha. Monsieur Gutiérrez, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Parce que la vérité ne se dit pas toute seule. Et parfois, si personne ne la dit, elle disparaît. Vous connaissez l'accusé. Je l'ai vu. Le jour du braquage. Il traversait la rue. Il avait un sac avec du pain et une bouteille de lait. 2 hommes sont sortis de la quincaillerie en courant. L'un d'eux l'a bousculé. Matteo est tombé. Les policiers sont arrivés, et ils ont arrêté celui qui était au sol. Pas les fuyards. Lui. La salle réagit. Bruit de surprise. Chuchotement. Pourquoi n'avez-vous pas témoigné plus tôt ? Demanda la procureure. Je suis allé 2 fois au commissariat. On m'a dit que c'était trop tard, que le dossier était clos. Mais hier, un voisin m'a dit que le procès commençait. Alors je suis venu. Avez-vous des preuves ? Raphaël hocha la tête. Je note tout ce que je vois. Vieille habitude de soldat. Voici mon carnet. J'ai noté l'heure, le lieu, la description. J'ai aussi l'ordonnance de la clinique où j'étais en rééducation ce matin-là. L'heure de sortie est 10h12. Le braquage a eu lieu à 10h20. J'étais assis sur un banc, en face. Le juge prit le carnet. Il lut en silence. Puis tendit le document à la procureure, qui fit de même. Raphaël attendait. Droit. Calme. Mais ses mains tremblaient légèrement. Monsieur Gutiérrez, dit la procureure, pourquoi vous donnez-vous tant de mal pour un jeune homme que vous ne connaissez même pas ? Il resta silencieux quelques secondes. Puis, il prit la photo. 2 jeunes soldats. Souriant. Bras dessus, bras dessous. L'un d'eux, brun, avec un regard rieur. Parce qu'un jour, dit-il d'une voix plus basse, personne n'a parlé pour mon fils. Et je l'ai perdu. Le silence tomba comme une chape de plomb. Mon fils, Daniel. 19 ans. Étudiant. Accusé à tort d'un vol. Il y avait des témoins. Des caméras.
Mais rien n'a été utilisé. Personne n'a osé parler. Il a été condamné. Et 5 mois plus tard, il est mort en prison. Certains baissèrent les yeux. L'avocate se mordit la lèvre. Depuis ce jour, poursuivit Raphaël, je me suis juré que si j'étais un jour le seul à savoir, je ne me tairais pas. Même si on me riait au nez. Même si on me refusait l'entrée. Même si personne ne m'attendait. Il releva les yeux. Je ne suis pas venu pour sauver un innocent. Je suis venu pour ne pas trahir la vérité. Le juge hocha lentement la tête. Merci, monsieur Gutiérrez. La cour vous remercie. Raphaël rangea calmement ses papiers, descendit de la barre et s'assit à sa place, tout au fond. Et cette fois, tout le monde savait qui il était. Pas un vieil homme fatigué. Mais un témoin que personne n'avait voulu entendre. Et qui avait peut-être changé le destin d'un jeune homme. La salle d'audience était suspendue. On aurait entendu une mouche voler. Le juge relisait ses notes en silence. La procureure ne bougeait pas. Même les journalistes avaient arrêté d'écrire. Raphaël, lui, était retourné s'asseoir tout au fond, là où il avait attendu si longtemps. Il ne bougeait pas. Il tenait toujours son carnet contre lui, comme une armure invisible. Personne ne parlait, mais tous pensaient la même chose. Il venait de tout changer. Le juge annonça une pause de 20 minutes pour délibérer. Les gens sortirent lentement, comme s'ils avaient peur de briser quelque chose. Dans le couloir, on murmurait. Beaucoup regardaient Raphaël à la dérobée, d'autres chuchotaient en pointant du doigt. C'est lui, le vieux. Celui qui a tout vu. Il a raconté ça avec un calme incroyable. Et puis il y avait le vigile. Oui, celui-là même qui, quelques heures plus tôt, avait bloqué Raphaël à la porte. Il était là, dans un coin, visiblement mal à l'aise. Il parlait à quelqu'un du personnel du tribunal. Il avait perdu toute son arrogance. Il regardait ses chaussures, les mains dans les poches. Je l'ai entendu dire. Je savais pas qui c'était, je vous jure. Mais ça ne changeait rien. Il n'avait pas besoin de savoir. Il avait juste eu à respecter. Et il ne l'avait pas fait. Le public retourna dans la salle. Personne ne voulait rater la suite. Matteo Lopez, l'accusé, était de retour dans le box. Il avait le regard figé. Sa mère, au deuxième rang, avait les larmes aux yeux. L'avocate, elle, était droite, concentrée, mais on devinait dans sa posture une tension contenue. Le juge entra. Il s'assit. Soupira. Puis regarda Matteo. Monsieur Lopez, commença-t-il, après réexamen des éléments apportés ce jour, en particulier le témoignage de monsieur Gutiérrez, et les documents qu'il a présentés, le tribunal considère que les charges ne sont pas fondées. Un souffle parcourut la salle. En conséquence, ce tribunal vous déclare non coupable. Matteo cligna des yeux. Il sembla ne pas comprendre tout de suite. Il regarda son avocate, qui posa une main sur son bras. C'est fini. Tu es libre. Le juge frappa doucement de son marteau. Et alors, la salle éclata. Pas en cris. Pas en chaos. En applaudissements. Lent, puis plus fort. Une libération collective. Des sourires. Des larmes. La mère de Matteo serrait son sac contre elle, la bouche tremblante. Un homme au fond cria. La vérité a parlé. Le juge frappa une nouvelle fois, sans colère. Il comprenait. Matteo sortit du box. Il tourna la tête. Ses yeux balayaient la salle, jusqu'à l'angle du fond. Il cherchait Raphaël. Il le trouva. Assis, discret, toujours calme. Matteo s'avança vers lui. Il hésita. Puis il dit. Merci, monsieur. Je sais pas quoi dire. Raphaël leva les yeux. T'as rien à dire. Vis bien. C'est tout. Le jeune homme semblait ému. Il voulait parler encore, mais aucun mot ne sortait. Alors il fit ce qu'un enfant ferait. Il le serra dans ses bras. Un geste brusque, maladroit, mais vrai. Un geste d'un garçon à un homme qu'il ne connaissait pas, mais qu'il n'oublierait jamais. Raphaël posa une main sur son dos. Une tape. Ne perds pas cette deuxième chance, fiston. Puis il se leva, sans bruit.
Et il sortit de la salle. Dehors, les caméras l'attendaient déjà. Les journalistes se pressaient, les micros en main, les flashs prêts. Monsieur Gutiérrez, un mot? Pourquoi êtes-vous intervenu pour un inconnu? Comment vous sentez-vous? Il s'arrêta. Regarda l'objectif d'une caméra bien en face. Et dit simplement. Parce qu'un jour, quelqu'un doit avoir le courage de dire la vérité. Même si c'est pas à lui de le faire. Même si personne l'écoute. Même s'il est vieux et fatigué. Puis il s'éloigna. Ce soir-là, sa vidéo fit le tour du pays. Les journaux titraient. Un ancien combattant sauve un innocent. Témoin ignoré devient héros national. Un homme. Un carnet. Une vérité. Sur les réseaux, tout le monde parlait de lui. Il était dans les top tendances. Des extraits de son témoignage circulaient partout. Des jeunes le surnommaient le soldat de la justice. Mais lui, il était rentré chez lui. Il avait rangé son carnet. Il avait remis son manteau au porte-manteau. Et il s'était assis, sans bruit. Pas comme un héros. Comme un homme qui avait fait ce qu'il fallait. Rien de plus. Les choses sont allées vite. Beaucoup trop vite. En moins d'un mois, Raphaël était passé de ce vieux monsieur à la porte du tribunal à la figure nationale de la vérité citoyenne. Mais ce n'était pas son choix. Un matin, en allant au kiosque acheter son journal, il le vit, sa photo en couverture. Le titre criard. Une légende involontaire, le soldat qui a sauvé la justice. On le voyait debout, le regard grave, l'uniforme rajeuni par un graphiste, tenant un carnet. Et juste en dessous, entre guillemets. J'aime mon pays, quoi qu'il arrive. Raphaël resta figé devant l'image. Cette phrase, il ne l'avait jamais dite. Jamais. Il plia lentement le journal, le redonna au vendeur sans un mot, et repartit. Chez lui, il alluma la radio. Sa voix passait encore. Et le président a annoncé qu'en l'honneur de Raphaël Gutiérrez, une nouvelle direction nationale des vétérans allait être créée. Un geste symbolique, fort, pour célébrer son courage. Il baissa le son. Ne dit rien. Resta immobile. 3 jours plus tard, une enveloppe officielle arriva. Papier cartonné, dorure, signature imprimée du ministère de l'Intérieur. Astérisque Monsieur Gutiérrez. Nous avons l'honneur de vous informer que vous avez été désigné comme ambassadeur d'honneur de la campagne nationale Héros silencieux. Votre image sera utilisée dans des supports pédagogiques, télévisés et institutionnels. Nous serions ravis de vous accueillir lors du lancement officiel ce vendredi, aux côtés du président et de plusieurs ministres. Caméra présente. Transmission nationale. Uniforme fourni par nos soins. Merci pour votre service et pour incarner les valeurs de la République. Astérisque. Raphaël lut la lettre jusqu'au bout. Puis la rangea dans son carnet, comme une preuve. Le lendemain, il se rendit au ministère. Pas pour accepter. Pour dire ce qu'il pensait. Il entra seul. Sans rendez-vous. Sans veste neuve. Avec son manteau habituel, son palan, et son carnet sous le bras. Une chargée de communication l'accueillit, nerveuse, enjouée, surjouée. Monsieur Gutiérrez. C'est un honneur. Vous savez l'impact que vous avez? Oui. Et il m'inquiète. On a monté une vidéo magnifique. Avec votre voix, des violons, des enfants qui applaudissent à la fin. C'est très émouvant. Il la regarda sans ciller. Qui vous a autorisé à utiliser mon visage? Eh bien, notre service communication a estimé que, vu votre portée, c'était naturel de. Vous savez combien d'anciens combattants dorment dans des foyers cette semaine? Combien n'ont jamais reçu leur pension complète? Elle se tut. Elle rougit. Et vous, vous faites des affiches. Vous me collez des phrases dans la bouche. Et maintenant, vous voulez que je pose avec des gens qui ne m'ont jamais adressé la parole. Mais c'est utile. Vous êtes inspirant. Je ne suis pas là pour inspirer. Je suis là pour alerter. Ne vous servez pas de mon histoire pour vous racheter. Ne nettoyez pas votre silence avec ma voix. Il posa son carnet sur la table, l'ouvrit, et écrivit d'une main lente. Ne me décorez pas si vous ignorez mes blessures. Puis il sortit. Sans café. Sans main serrée. Sans accord.
Le vendredi, le grand événement se tenait dans une salle officielle, tapis rouge, caméra en place. Le président était là. Les ministres aussi. Des panneaux géants affichaient. Hommage à Raphaël Gutiérrez, le courage tranquille. Mais Raphaël n'est jamais venu. Et c'est son absence qui fit la une. Pourquoi refuse-t-il l'hommage? Raphaël Gutiérrez, figure de vérité ou provocateur involontaire? Pendant ce temps-là, lui était ailleurs. Dans un amphithéâtre d'université, simple, sans décor. Une trentaine d'étudiants. Des chaises dépareillées. Pas de projecteur. Un vieux professeur l'avait invité. Il avait accepté. Une étudiante leva la main. Monsieur Gutiérrez, pourquoi ne pas avoir participé à la cérémonie? Il prit le micro. Lentement. Et répondit. Parce que ceux qui m'ont fermé la porte veulent maintenant poser avec moi pour la photo. Parce qu'ils veulent me transformer en statue, pour ne pas m'écouter. Parce que je ne suis pas un trophée. Je suis un avertissement. Mais si vous devenez un symbole, vous pouvez faire bouger les choses, non? Les symboles, on les imprime. On les accroche. Et on les oublie. Tant que je suis vivant, ne m'affichez pas, écoutez-moi. Une autre main se leva. Et s'ils vous attaquent? Alors, ça voudra dire que ce que je dis les dérange. Et dans ce cas, je le redirai. Encore plus fort. Ce soir-là, un nouveau graffiti apparut sur un mur du centre-ville. Un visage peint, abîmé, vrai. Le visage de Raphaël. En dessous, une phrase. Je ne suis pas un héros. Je suis votre miroir. Et dans ce miroir, beaucoup ont vu ce qu'ils voulaient fuir. Les mois passèrent. Le pays ne changea pas vraiment. Quelques nouveaux titres dans les journaux. 2 ou 3 lois votées à moitié. Des affiches collées par des étudiants qui utilisaient son visage comme symbole. Mais Raphaël restait le même. Même manteau. Même banc, dans le même parc. Même habitude d'observer, d'écrire, sans bruit. Sauf qu'il n'était plus tout à fait seul. De temps en temps, des gens venaient. Pas pour le prendre en photo. Pas pour lui poser des questions de journaliste. Juste pour parler. Ou pour se taire à côté de lui. Un jour, un adolescent s'assit à côté de lui. Un sac à dos trop grand, des baskets usées. Vous êtes Monsieur Gutiérrez? Ça dépend. Mon père est vétéran. Il ne parle jamais. Il s'enferme dans sa chambre. Maman dit de le laisser tranquille. Mais moi, j'ai vu votre histoire. Et j'ai compris que, ce qu'il vit, c'est pas que lui. C'est plus grand. Raphaël tourna lentement la tête. Et tu comptes faire quoi de ça? J'ai tout écrit. Un texte. Pour la lecture publique de l'école. Je peux vous le lire? Vas-y, gamin. Et là, sur ce banc, le garçon lut. Des phrases simples, mais vraies. Cassées parfois. Tremblantes. Raphaël ne l'interrompit pas. Il écouta. Jusqu'au bout. Puis il posa une main sur son épaule. Ne change pas un mot. Même ceux qui tremblent. Laisse la vérité sortir. Un autre jour, une femme vint à lui. Elle portait une casquette d'ancienne militaire. Une veste trop large. Des yeux d'acier. Moi aussi, je suis vétérane. Infirmière sur le front. J'ai vu des corps. J'ai vu l'oubli. Et le silence. Et maintenant? Je nettoie des bureaux. Personne ne veut savoir ce que j'ai vu. Mais quand j'ai entendu ce que vous avez dit, j'ai rouvert mes carnets. Je les ai lus à d'autres femmes comme moi. On se retrouve maintenant. On partage. On crie parfois. On rit. Mais surtout, on n'est plus seul. Raphaël hocha lentement la tête. Alors vous avez déjà gagné. Un matin, il revint à son banc. Mais il était déjà occupé. Un jeune homme, survêtement, écouteur autour du cou. Il le vit arriver et se leva tout de suite. Désolé, monsieur. Vous êtes bien Monsieur Gutiérrez? Parfois. Je m'appelle Diego. J'ai quelque chose à vous montrer. Raphaël s'assit sans parler. Le jeune sortit son téléphone. Lança une vidéo. On le voyait, lui, Diego, dans un amphi.
Il parlait, debout, les mains un peu tremblantes. Je ne connais pas Raphaël Gutiérrez. Mais ce qu'il a dit m'a sauvé. Même s'il ne m'a jamais vu. Il m'a appris que la dignité n'a pas besoin de bruit. Qu'il ne faut pas être jeune, beau, célèbre ou diplômé pour dire la vérité. Il faut juste avoir le courage de rester. Et de se taire, quand tout le monde crie. Raphaël ne dit rien. Il regarda l'écran. Puis le ciel. Les nuages passaient, lents. C'était pour mon mémoire. J'ai eu la meilleure note de ma vie. Et après ça, j'ai parlé à mon grand-père. Vétéran aussi. Il ne m'avait jamais rien raconté. Mais après cette vidéo, il m'a pris dans ses bras. Et il m'a dit. Ce vieux-là, il a parlé pour moi. Raphaël inspira doucement. Merci, monsieur. C'est toi qu'il faut remercier. Continue. Diego partit. Et Raphaël resta. Ce soir-là, chez lui, il ouvrit une page blanche. Et il écrivit. Les mots ne sauvent pas un pays. Mais parfois, ils sauvent quelqu'un. Puis il ferma le carnet. Le temps passa. Les saisons tournèrent. L'hiver partit. Le printemps arriva. Un samedi matin, Raphaël sortit plus tôt que d'habitude. Il marcha dans les rues encore vides. Salua un boulanger. Acheta un café. Arrivé à sa place, il s'assit sur son banc. Mais il n'était pas seul. Un jeune homme s'approchait. Il avait changé. Il marchait droit. Plus fort. Il tenait une pochette cartonnée. C'était Matteo. Le même Matteo qui l'avait aidé, des mois plus tôt. Bonjour, monsieur Gutiérrez. Eh ben, regarde-moi ça. Comment va la vie? Je fais des études de droit. J'ai commencé cette année. On m'a donné une bourse. Le doyen m'a appelé après le procès. Il m'a dit. Ce que ce monsieur a fait, c'est de la justice vivante. Et il m'a dit qu'il voulait des gens comme ça dans sa fac. Raphaël sourit. Pour la première fois depuis longtemps. Alors ça valait la peine. Matteo s'assit. Il ouvrit la pochette. L'attendit. Voici mon premier dossier. Un jeune accusé à tort de rébellion. Victime de contrôle abusif. Il y a des vidéos. Des témoins. Personne ne veut les entendre. Je veux me battre pour lui. Et j'aimerais que vous m'aidiez. Je veux apprendre à ne pas me taire. Raphaël prit la pochette. La feuilleta. Lentement. Tu te trompes. Je n'ai jamais combattu avec des mots. J'ai juste refusé de me taire. Matteo le regarda. Et sourit. Alors apprenez-moi ça. Raphaël referma la pochette. Et, pour la première fois, il commença à transmettre. Un mois plus tard, dans une école primaire, un garçon de 12 ans lut une lettre en public. Astérisque, cher monsieur Raphaël. Moi, je veux vous ressembler. Pas à cause de la télé. À cause du moment où vous êtes resté debout quand tout le monde voulait vous faire taire. Parce que vous avez parlé sans crier. Parce que vous n'avez pas mis d'uniforme. Et pourtant, vous nous avez tous un peu sauvés. Astérisque. Les gens dans la salle se levèrent. Applaudirent. Et, dans un coin, un homme âgé, manteau sur les genoux, carnet en main, ferma les yeux un instant. Il ne voulait pas changer le monde. Il savait que ce n'était pas à sa portée. Mais il savait autre chose. Il avait changé des vies. Une par une. En silence. À sa manière. Et c'était largement suffisant. Parfois, il suffit d'une seule personne pour empêcher une injustice. Pas un politicien. Pas un juge. Pas un expert cravaté. Parfois, il suffit de quelqu'un qui a vu trop de douleur pour tolérer une de plus. Raphaël Gutiérrez ne voulait pas être un héros. Il ne cherchait ni applaudissements, ni interviews, ni médailles rouillées. Il n'est pas apparu à la une des journaux par ambition. Il est apparu parce qu'il a fait ce que d'autres n'ont pas osé faire, rester debout quand tous se taisaient. Parler alors que le silence était plus pratique. Dire la vérité même quand elle ne plaisait à personne. On vit à une époque où les réseaux sociaux débordent de phrases jolies sur la justice, l'empathie, le respect. Mais la plupart de ces mots s'envolent aussi vite qu'ils sont écrits.
Combien de fois dit-on merci pour votre service sans jamais regarder un ancien combattant dans les yeux? Combien de fois clique-t-on au j'aime sur une cause, avant de passer à autre chose sans rien changer? Raphaël ne voulait pas être félicité. Il voulait être écouté. Et pendant des années, personne ne l'a fait. Jusqu'au jour où il a parlé pour quelqu'un d'autre. Et dans cet acte petit pour certains, immense pour ceux qui savent ce que coûte la parole, il a ouvert une brèche. Une porte qu'on croyait scellée depuis longtemps. L'histoire que tu viens d'entendre ne parle pas seulement d'un procès. Elle ne parle pas uniquement d'un jeune homme sauvé d'une condamnation injuste. Elle parle de tout ce qu'on ne voit pas. De tout ce qu'on choisit d'ignorer. Elle parle des jugements que l'on porte sans s'en rendre compte. Des portes que l'on ferme parce que la personne en face ne fait pas assez bien. De la façon dont on traite les anciens comme s'ils étaient des poids, et pas des mémoires vivantes. Parce que Raphaël s'est vu refuser l'entrée d'un tribunal. Pourquoi? Parce qu'il ne portait pas de costume? Parce qu'il marchait lentement? Parce qu'il n'avait pas de carte VIP ou de secrétaire à ses côtés? Non. Il a été bloqué parce que notre société juge encore trop souvent sur l'apparence. Et c'est ça, la violence silencieuse. Celle qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui tue à petit feu. Raphaël n'a frappé personne. Il n'a pas hurlé. Il n'a pas lancé une pétition, ni tourné une vidéo dramatique. Il n'a pas imploré la pitié, ni exigé des excuses. Il est juste entré. Et il a parlé. Avec calme. Avec mémoire. Avec des mots simples, mais solides. Et sa parole est tombée comme une pierre dans un lac tranquille. Les ondes se sont propagées. À une mère, qui a repris espoir pour son fils. À un jeune, qui a enfin osé dire ce qu'il gardait depuis trop longtemps. À un ancien camarade d'unité, qui ne s'était jamais autorisé à pleurer. À des gens comme toi et moi, qui ont compris que le silence est parfois complice. Raphaël n'a pas changé le monde. Il n'a pas stoppé une guerre. Il n'a pas fait tomber un gouvernement. Il n'a pas réécrit la loi. Mais il a changé quelque chose. Quelque chose de vrai. Il a changé le sort d'un garçon nommé Matteo. Il a changé la manière dont certains regardent désormais un vieux monsieur seul sur un banc. Il a changé la façon dont des vétérans se voient eux-mêmes. Et surtout, il a changé l'idée selon laquelle être seul, c'est être impuissant. La solitude, parfois, c'est le début du courage. Parce que dans ce silence, quand plus personne ne t'écoute, c'est là que naît la vraie force. Celle qui ne se mesure pas au nombre de vues. Celle qui ne passe pas à la télé. Celle qui ne se monnaie pas. Raphaël a montré que la dignité n'a pas besoin de musique de fond ni de montage émotionnel. Elle a juste besoin d'une voix qui tient. D'un regard qui ne baisse pas. Et d'une mémoire qu'on n'enterre pas. Aujourd'hui, beaucoup veulent mettre son nom sur des bâtiments, des projets, des campagnes. Mais lui, il dit « Je ne veux pas de monument. Je veux que ça ne se reproduise plus. » Et il a raison. Parce que faire une cérémonie, c'est facile. Mais regarder en face ce que Raphaël nous renvoie, ça, c'est difficile. C'est un miroir. Et dans ce miroir, on voit le vigile qui a jugé sans savoir. Le juge qui croyait déjà tout décider. L'administration qui préfère le silence au changement. Nous, parfois, quand on détourne les yeux devant l'injustice. Je ne vais pas te dire sois comme Raphaël. Tout le monde n'en est pas capable. Mais je vais te dire une chose. Ne l'ignore pas. N'ignore pas ceux qui, comme lui, avancent en silence avec un carnet dans la main. N'ignore pas ceux qui ne font pas de bruit, mais qui portent des vérités. N'ignore pas ceux qui parlent sans micro, et qui sont souvent les seuls à dire ce qui compte. Et surtout, ne te tais pas. Quand tu vois une injustice. Quand tu sens que quelqu'un est seul. Quand tu sais que tu peux changer un bout de destin, même tout petit. Parce que parfois, un mot, juste un mot, au bon moment, sauve une vie. Sauve une mémoire. Sauve une justice qui vacille. Et peut-être que tu ne sauras jamais qui tu as sauvé. Peut-être que tu n'auras aucun remerciement. Mais tu sauras que tu as été là. Et ça, c'est déjà énorme. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci d'avoir écouté. Merci de donner de la valeur à ces histoires qu'on préfère souvent taire. Si ce récit t'a touché, même un tout petit peu, abonne-toi. Ce n'est pas pour les chiffres.
C'est pour continuer à raconter ce que d'autres ne disent pas. Ce qui dérange. Ce qui inspire. Ce qui réveille. Et si tu connais quelqu'un comme Raphaël, envoie-lui cette vidéo. Pas pour la partager, mais pour lui dire: tu n'es pas seul. À bientôt.